Il y a bien longtemps, là où la mer est d'émeraude et où les mouettes survolent dans un tourbillon de plumes les maisons aux murs de granit, un riche veuf vivait avec sa fille Marivonnette dans une pimpante chaumière, camouflée sous les ajoncs et les hortensias. Un jour de décembre, sur la route du marché, Marivonnette croisa un jeune homme, alerte et gai comme un pinson. On l'appelait Marivon. Fait du hasard ou du destin, alors qu'elle s'écartait pour le laisser passer, elle glissa sur la neige et trébucha sur les racines d'un vieux chêne qui surplombait la mer. Surprise, elle lâcha son panier qui roula au pied de la falaise. Marivon aussitôt courut le ramasser et le lui rendit, à peine mouillé par les embruns. Le temps d'un battement de cils, leurs yeux se parlèrent, leurs bouches se sourirent. Mais ce jour-là, ils se quittèrent sans un mot. À peine rentrée, Marivonnette s'aperçut que sa coiffe de dentelle avait disparu. Sans doute l'avait-elle égarée sur le talus. Bravant la bise qui picotait ses paupières, elle rebroussa chemin et courut à perdre haleine jusqu'au grand chêne paré d'étincelants diamants de givre. Mais elle eut beau fouiller les ronces et les buissons, elle ne trouva pas le moindre bout d'étoffe ni de ruban. Les yeux brillants, elle rentra donc au logis, tête nue et cheveux au vent. Dès lors, le chagrin effaça le sourire qui dessinait deux fossettes au creux de ses joues. Brodée de papillons et de brins de bruyère, cette coiffe était tout ce qui lui restait de sa mère. C'était son plus cher trésor, car chaque fil usé par les ans lui rappelait sa tendre présence. Le temps passa. Il faisait si froid désormais qu'une immense mousseline de brume engloutissait forêts et sentiers, villages et falaises. Souvent, au coin du feu, Marivonnette songeait à sa coiffe perdue. Elle se demandait si celle-ci se balançait au bout d'une branche ou servait de lit douillet aux moineaux transis. Un après-midi, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Marivon. Timide, il se tenait sous une pluie de flocons qui l'habillaient d'une scintillante fourrure de glace. « Ceci vous appartient, je crois ?» lui dit-il en fouillant dans sa poche. « Si j'ai tant tardé à venir, c'est qu'il m'a fallu parcourir tout le pays pour découvrir votre nom et le chemin de votre maison. » Stupéfaite, Marivonnette le vit alors déplier un morceau de tissu orné d'une couronne de fleurs. C'était sa coiffe, à peine froissée par la tempête. Pour le remercier, elle l'invita à entrer et le fit asseoir devant le feu qui crépitait. Et sans remarquer la nuit qui tombait peu à peu, les jeunes gens parlèrent, si longtemps que Marivon rentra chez lui à la lueur des étoiles. Le lendemain et tous les jours suivants, en dépit des grêlons qui éclaboussaient l'horizon, il pria la jeune fille de venir le retrouver sous l'arbre centenaire. Puis, peu avant Noël, il lui demanda de l'épouser. « Mon père te donnera sa réponse, à minuit, » murmura Marivonnette avant de rentrer chez elle, le cœur en fête. Hélas, en apprenant la nouvelle, son père protesta et refusa tout net. Car, s'il adorait sa fille, il appréciait bien plus encore le tintement des pièces d'or. Tête folle, épouser Marivon, mais tu n'y songes pas. Ce pauvre diable n'a pas 3 sous en poche. Selon la coutume du pays, laisse mourir le feu. Puis, quand il viendra chercher sa réponse, montre-lui les bûches piquées, toutes droites dans les cendres encore fumantes. Il comprendra ce que cela veut dire. » À ces mots, Marivonnette se mit à sangloter. Plus immobile qu'une pierre, plus pâle qu'un lys. Longtemps. Si longtemps que son père finit par lui dire « Oh, très bien, puisque tu ne veux pas entendre raison, je place ton sort entre tes mains. Pour le réveillon, au lieu des brunes galettes arrosées de miel, cuisine avec la farine de sarrasin qui reste dans notre coffre un gâteau plus blanc qu'un bouquet de perce-neige et plus doré que l'étoile du berger. Et surtout, veille à ce qu'il craque sous la dent comme la neige et le givre craquent aujourd'hui sous mes pas. Si tu réussis, Marivon sera ton mari. » « Mais c'est impossible !» gémit la jeune fille. « Même le Père Noël qui dépose chaque année nos cadeaux au pied de la cheminée ne saurait exaucer. Noire est la farine de sarrasin, et noirs aussi sont tous les gâteaux qu'elle produit. » « Tel mon souhait, » répliqua le vieil homme, satisfait de sa ruse et certain d'être à tout jamais débarrassé de Marivon. Puis, une lanterne à la main,
Il partit porter ses vœux au village. Après son départ, la pauvre Marivaunette plongea les doigts dans la farine et improvisa 1000 recettes qui donnèrent d'exquis desserts, mais hélas, tous aussi foncés que l'écorce du noyer. Minuit approchait. Comme la farine allait manquer, au bord des larmes, elle murmura « Père Noël, comme seul présent, faites que je parvienne à cuisiner un gâteau plus blanc qu'un bouquet de perce-neige et plus doré que l'étoile du berger. Et pour contenter mon père, faites surtout que ce dessert craque sous la dent comme la neige et le givre de décembre craquent sous ses pas. » Soudain, une plainte sourde fit taire le hurlement du vent. Intriguée, Marivaunette ouvrit la porte et aperçut à l'entrée du jardin un enfant vêtu de haillons qui grelottait sous la morsure du gel et la fixait de ses yeux clairs. « Pitié, belle demoiselle, pour mon réveillon, je ne veux qu'un crouton de pain ou des miettes de galette de la taille d'une noisette. » Émue, Marivaunette oublia le gâteau dont dépendait son bonheur. Après avoir installé le pauvre petit au chaud devant la cheminée, elle utilisa tout ce qui lui restait de farine pour cuisiner les meilleures galettes qu'on puisse trouver. Mais, ô merveille, lorsqu'elle déposa devant lui les sombres crêpes étoilées de sucre, un éclair de lumière soudain l'aveugla. Et quand elle ouvrit les paupières, la table était couverte de coupes en cristal remplies de farine blanche, de beurre doux, de lait mousseux et d'œufs battus, aussi jaunes que la fleur du bouton d'or. À la place du frêle enfant, un vieil homme aux cheveux d'argent lui souriait. D'un geste, il lui fit signe de s'asseoir. Puis, de ses doigts noueux, il mélangea tous les ingrédients et forma de minuscules boules de pâte qu'il mit à cuire sur la plaque brûlante du foyer. Et quelques instants plus tard, comme une pluie d'étoiles filantes, des centaines de gâteaux sautèrent et roulèrent partout dans la maison, sur la table, en haut des armoires, sur le bord de la fenêtre et même au fond des corbeilles de joncs tressés dans lesquelles s'entassaient les pommes de pin qui servaient à allumer le feu de la cheminée. Enchantée, Marivaunette voulut embrasser son bienfaiteur, mais tandis qu'au loin les cloches sonnaient minuit, celui-ci disparut dans un pâle rayon de lune. Sa voix fit alors trembler la cheminée et couvrit un instant le grésillement des flammes. Ce n'est jamais en vain qu'un cœur généreux m'appelle à son secours. Puissent les craquelins du Père Noël régaler ton père et faire ta fortune. » Sur ces mots, la porte s'ouvrit et Marivaunette aperçut Marivon, suivi de son père qui fronça les sourcils en voyant le feu qui flambait dans la cheminée, ce qui dans le pays annonçait toujours d'heureuses fiançailles. Mais comment protester, car pour le réveillon l'attendaient non pas un, mais des milliers de biscuits à la croûte aussi dorée que l'étoile du berger et à la mie aussi blanche qu'un bouquet de perce-neige. Voyons, grommela-t-il. Ces gâteaux craqueront-ils sous ma dent comme la neige et le givre ont tout à l'heure craqué sous mes pas? Et cric, crac, fidèles au nom que leur avait donné le Père Noël, les craquelins croustillèrent tant et si bien que quelque temps plus tard, Marivaunette épousa enfin son cher Marivon. Et c'est ainsi que grâce à Marivaunette et à son mari, qui vendirent au cours de leur longue vie autant de biscuits craquants qu'il y a d'étoiles sur la Voie lactée, les gourmands des terres de Bretagne sont les seuls à savoir que le Père Noël n'est pas seulement généreux, mais aussi excellent cuisinier. Depuis, si dans le secret de la nuit de Noël, quelques craquelins disparaissent dans le fond des placards ou sur le bord des assiettes, les Bretons se gardent bien d'accuser les souris. D'un air entendu, ils chuchotent que c'est le Père Noël qui, sur la pointe de ses bottes, a voulu vérifier si ses gâteaux restaient fidèles à sa recette et craquaient toujours sous la dent, comme la neige et le givre d'hiver craquent encore aujourd'hui sous les pas des passants.